Les dinosaures. Dis-moi pourquoi, Babar? La séparation des continents? Squelette de Diplodocus. Tyrannosaure. Hachette jeunesse. Lu par Marinette. Dis-moi pourquoi, Babar? Les dinosaures. Hachette jeunesse. Qu'est-ce qu'un dinosaure? Nous devons le terme de dinosaure au savant anglais Richard Owen. Il signifie terrible lézard. Ténarodon, spinosaure. Tous les dinosaures n'étaient pas si terribles que cela, car il y en avait de petite taille. Mais il est vrai que c'est parmi eux que l'on trouve les plus grandes créatures terrestres qui aient jamais existé. La moitié des dinosaures pesaient quand même plus de 2 tonnes. Ces créatures ne pouvaient ni voler, ni nager. Elles vivaient essentiellement sur la terre ferme. Les scientifiques ont longtemps pensé que les dinosaures étaient des reptiles, car ils présentent de nombreux points communs. Comme eux, ils pondaient des œufs. Le dinosaure a une autre particularité. Ses pattes, contrairement à celles des reptiles, sont situées sous son corps, ce qui lui permet de courir. Une autre différence fondamentale existe. Les reptiles à sang froid ont besoin du soleil pour se réchauffer. Au contraire, la température de certains dinosaures, comme celle des oiseaux ou des mammifères, ne varie pas en fonction du milieu dans lequel ils vivent. Les dinosaures ne sont donc pas tout à fait des reptiles. Quand apparurent-ils sur notre planète? Les dinosaures apparaissent il y a 200 millions d'années et règnent sur la Terre pendant 160 millions d'années. Ils n'ont pas tous vécu en même temps. Pendant la période appelée Trias, il y a 200 millions d'années, les continents sont rassemblés en un seul bloc, la Pangée. Les dinosaures sont de petite taille. Ils se déplacent dans le monde entier. Commence alors la période jurassique. Il y a de cela 150 millions d'années. Les océans divisent la Pangée en 2 grands continents. Les dinosaures se diversifient dans toutes les parties du monde, séparées entre elles par des océans. C'est l'époque des dinosaures gigantesques. Au Crétacé, il y a 120 millions d'années, le monde ressemble à celui que tu connais aujourd'hui. Les continents se sont éloignés les uns des autres, isolant ainsi les dinosaures dans les différentes parties du monde. C'est la dernière période des dinosaures. Les espèces à cornes ou à bec de canards succèdent aux mastodontes. La séparation des continents. La période pendant laquelle les dinosaures ont existé est tellement longue que certains d'entre eux ne se sont jamais connus. Par exemple, un tyrannosaure n'a jamais pu chasser le stégosaure. Il a vécu des millions d'années après ce dernier. De même, les dinosaures disparaissent 65 millions d'années avant l'arrivée de l'homme. Dinosaures et êtres humains n'ont donc jamais pu se rencontrer. Schéma chronologique en millions d'années. Trias, 150 millions d'années. Jurassique, 150 millions d'années. Crétacé, 120 millions d'années. Tertiaire, 6 millions d'années. Quel climat faisait-il? De nos jours, sous les tropiques, il existe 2 saisons, une chaude et humide
alternant avec une saison sèche. C'est en gros le climat qui régnait alors. Mais en 150 millions d'années, il a eu tout le temps de se modifier. Au début, un climat chaud et humide règne sur la planète. Plus tard, les étés deviennent plus chauds et les hivers plus froids. De vastes déserts de sable s'étendent au centre de la Pangée, continent unique comprenant toutes les terres émergées. Ailleurs, d'immenses marécages et de forêts de conifères et de palmiers. Des chercheurs ont même retrouvé des restes de palmiers dans le sud de l'Angleterre. Quelle était la végétation ? Des premiers dinosaures jusqu'à leur disparition, la végétation a elle aussi évolué. Au Trias, période où apparaissent les dinosaures, ce sont les conifères qui dominent. La végétation est très verte et abondante. Les mêmes plantes que l'on peut admirer de nos jours sous les tropiques, telles que les fougères géantes, abondent jusqu'au pôle Nord. Le climat est en effet doux sur toute la planète et favorise une végétation luxuriante. Mais les fleurs et l'herbe n'existent pas encore. Les premières plantes à fleurs n'apparaîtront qu'à la fin du règne des dinosaures. Appartiennent-ils tous à la même famille ? On connaît aujourd'hui plus de 1000 espèces de dinosaures. Elles sont réparties en 2 grandes familles. Ces familles sont déterminées selon la disposition des os de leur bassin. À part cette caractéristique, elles n'ont rien d'autre en commun, ce qui implique des origines et une évolution différentes. Les sausrichiens, ou dinosaures à anches de lézard, présentent un bassin semblable à celui des crocodiles et des lézards actuels. Les grands carnivores et les géants herbivores appartiennent à ce groupe. Les ornithischiens, ou dinosaures à hanches d'oiseaux, ont un bassin se rapprochant de celui des oiseaux. Ils sont tous herbivores. Les stégosaures, les ankylosaures, les cératopsiens font partie de cette famille. C'est en examinant les traces fossilisées dans le sol que les savants ont pu déterminer quels étaient les dinosaures qui marchaient sur 2 pattes et ceux qui se déplaçaient sur 4 pattes. L'écartement des traces et leur profondeur permettent tout aussi de savoir si l'animal était un marcheur, un sauteur ou un coureur. Ankylosaure, traces de dinosaures. Y avait-il d'autres animaux avant eux ? Bien des animaux, comme les trilobites, les poissons, les batraciens, ont précédé les dinosaures, ainsi que des reptiles et des insectes. Trilobites. La mer a été le berceau de la vie, des algues et des bactéries qui ont précédé les premiers invertébrés. Algues et bactéries. Des animaux, comme les poissons primitifs, ont vu le jour dans les mers. Après plusieurs millions d'années, des bouleversements de la terre obligent les poissons à sortir de l'eau. Ils doivent se transformer pour pouvoir respirer à l'air libre. Poissons. Leurs nageoires se développent progressivement pour devenir des pattes. Ainsi naissent les amphibiens, ancêtres de nos grenouilles. Amphibiens. Mais bientôt, les mers se retirent et les premiers reptiles capables de respirer avec leurs poumons conquièrent toute la terre. Commence alors le règne du dinosaure. Reptiles. Quels étaient les plus féroces ? Les dinosaures les plus redoutables étaient sans doute les carnivores, puisqu'ils chassaient leurs proies pour se nourrir. Le tyrannosaure ? Monstre pesant 7 tonnes,
semait la terreur. Les grands herbivores pacifiques ne l'intimidaient pas. Il s'attaquait à eux de ses puissantes mâchoires qui déchiquetaient leur chair. D'autres carnivores avaient la dent chirurgienne. Même s'ils étaient de taille inférieure, l'allosaure et l'albertosaure déchiraient leur proie avec leurs griffes acérées et leurs dents tranchantes comme des rasoirs. Les dinosaures carnivores, l'allosaure, l'albertosaure, le tyrannosaure. Les dinosaures étaient-ils tous gigantesques? Il en existait de toutes les tailles. On peut penser toutefois que la plupart étaient grands et dépassaient les 500 kilos. Brachiosaures. Les plus gigantesques apparaissent au Jurassique. Les diplodocus mesurant environ 30 mètres, leur queue faisant la moitié de leur longueur. Ces gentils herbivores ne pesaient que 10 à 15 tonnes. Le brachiosaure battait tous les records. Il mesurait 23 mètres de long et pesait 73 tonnes, soit le poids de 12 éléphants d'Afrique. Et il était aussi haut qu'un immeuble de 4 étages. Le tyrannosaure a certainement été le plus grand de tous les carnivores. Haut comme un autobus, sa tête avait probablement la taille de ton corps. Parmi les dinosaures à armure, l'ankylosaure, avec son allure de char d'assaut, était sans doute le plus impressionnant. Quant aux dinosaures à bec de canard, ils mesuraient en moyenne 12 mètres de long. Avec leur apparence de petits poulets, le Compsognathus ou le Musaurus ne devait pas se sentir très à l'aise. Dinosaure à bec de canard, Compsognathus, ankylosaure. De quoi se nourrissaient-ils? Les géants paisibles étaient herbivores, les plus féroces étaient des carnivores. L'herbe n'existait pas encore, mais la végétation était très abondante. À l'aide de leurs longs coups, les herbivores mangeurs de végétaux broutaient la cime des arbres. Ils se régalaient aussi avec les aiguilles de pin et les fougères géantes. Les dinosaures à bec de canard, corythosaures, anatosaures, également herbivores, possédaient un bec corné avec lequel ils coupaient les feuilles des arbustes. Les terribles carnivores comme le tyrannosaure ou l'allosaure s'attaquaient aux herbivores pour se nourrir. Les pattes antérieures de ces carnassiers leur permettaient de saisir leur proie avant de les déchiqueter. D'autres dinosaures avaient des goûts particuliers. L'oviraptor pillait les nids et se nourrissait des œufs qu'il ouvrait avec son bec. Le baryonyx préférait le poisson. Comment se reproduisaient-ils? Malgré leur taille colossale, les dinosaures se reproduisaient en pondant des œufs, y compris les diplodocus. Leur taille était petite par rapport à celle des adultes. Certains nids étaient faits de terre et de végétaux et comprenaient une vingtaine d'œufs, comme celui du Maiasaura. D'autres espèces, comme le Protocératops, pondaient une quinzaine d'œufs dans un trou creusé dans le sol et les enfouissaient sous le sable. Les œufs étaient couvés sous le soleil et bien gardés par les parents, en attendant l'arrivée de leur progéniture. Comme les reptiles d'aujourd'hui, les jeunes devaient casser leur coquille pour sortir de l'œuf. Par malheur, il arrivait que le nid soit pillé par des voleurs avant l'éclosion des œufs. Les œufs étaient en effet le repas préféré du troodon et de l'oviraptor. Le Protocératops. Vivaient-ils en groupe? L'union faisant la force, les dinosaures se déplaçaient le plus souvent en troupeau,
à la recherche de pâturage ou de proie. Les diplodocus, les tricératops et les iguanodons vivaient en groupe, comme beaucoup de nos herbivores. Un grand troupeau pouvait rassembler une centaine de dinosaures. Certains carnivores chassaient en bande. Les Deinonychus sautaient sur leurs proies et les déchiquetaient à mort. Le tyrannosaure se suffisait à lui-même et chassait seul. Lorsqu'un danger les menaçait, les Parasaurolophus s'avertissaient entre eux en émettant des sons semblables à celui du corps. Ce bruit était amplifié dans leurs crêtes qui servaient de caisse de résonance. Imagine le brouhaha quand ils communiquaient tous en même temps. À quelle vitesse se déplaçaient-ils? Les pattes des dinosaures, disposées sous le corps, leur permettaient de courir. Leur vitesse variait selon les espèces. L'un des plus rapides était certainement le Gallimimus, ancêtre de l'autruche, qui pouvait atteindre la vitesse de 60 km/h. Il attrapait ses proies en courant. Crois-tu que le tyrannosaure était agile? Il ne courait pas très vite puisqu'il ne dépassait pas les 30 km/h. Certains chercheurs pensent même qu'il se nourrissait de proies déjà mortes. Quant aux gigantesques herbivores, ils étaient bien trop occupés à se nourrir toute la journée pour penser à courir. Comment se défendaient-ils de leurs adversaires? Les dinosaures se livraient parfois à de violents combats. Pointes, cornes ou queues contribuaient à leur défense. La queue était un moyen de défense très efficace contre l'attaquant. L'ankylosaure s'en servait comme d'une massue. Le paisible diplodocus fouettait son adversaire avec sa queue de 15 mètres de long et lui assénait un coup mortel. Le stégosaure frappait avec les pointes de sa queue musclée. Le tricératops, ou dinosaure à cornes, avait lui aussi une arme que le tyrannosaure avait tout lieu de craindre. Le bouclier osseux de son cou était muni de cornes meurtrières d'1 mètre de long. Le crâne du pachycéphalosaure était protégé par une calotte osseuse. Lors de violents combats avec un autre prétendant, il se fracassait la tête pour conquérir sa compagne. Le Deinonychus et le Vélociraptor lacéraient leur proie avec la terrible griffe faucille située sur le 2e orteil. Quand ils n'avaient ni pointe ni queue fouettarde, ils prenaient la fuite. Le Gallimimus était un excellent coureur. Avaient-ils tous des dents en forme de poignard? La forme des dents varie selon les espèces et leur régime alimentaire. Celles des herbivores sont faibles, comparées aux dents tranchantes des carnivores. De nombreux herbivores possédaient des dents larges, mais peu coupantes. Aussi étaient-ils contraints d'avaler les plantes tout entières. Pour digérer, ils absorbaient des pierres, les gastrolites qui broyaient les aliments dans leur estomac. Les dinosaures à bec de canard comptaient environ 2000 dents, alignées sur plusieurs rangées, qui broyaient les plantes avant de les avaler. Les mâchoires des stégosaures n'étaient pas très fournies en dents. En revanche, leur bec dur cisaillait les plantes dont ils se nourrissaient. Le tricératops était plus chanceux. Ses mâchoires étaient très puissantes, son bec dur et cornu. Les carnassiers n'avaient pas besoin de gastrolites. Leurs dents acérées et pointues suffisaient à déchirer leur proie. La mâchoire du tyrannosaure est légendaire. Nul n'avait envie de se retrouver devant ses grandes dents aiguisées comme des couteaux. Dents de tyrannosaure. Étaient-ils intelligents? C'est grâce à la taille supposée de leur cerveau
que les savants ont pu déterminer leur intelligence. Le cerveau des carnivores était beaucoup plus volumineux que celui des herbivores. Ils devaient être plus intelligents que leurs victimes. En revanche, les herbivores n'avaient pas besoin d'une intelligence lumineuse, puisqu'ils n'usaient d'aucune stratégie pour se nourrir. Parmi les plus intelligents, le troodon, dont le cerveau était important par rapport à sa petite taille. L'un des moins bien pourvus était peut-être le stégosaure, dont le cerveau avait la taille d'une noix. C'est peu pour un si gros corps. De quelle couleur était leur peau? D'après les empreintes de peau retrouvées, nous savons que la peau des dinosaures ressemblait à celle des crocodiles. Cette peau était épaisse et écailleuse. Certaines espèces étaient dotées d'une véritable cuirasse, telle l'ankylosaure ou le tricératops. Nous ne savons pas avec exactitude quelle était la couleur de cette peau. Toutefois, on suppose qu'elle était différente selon les espèces, allant du brun au vert, comme celle des reptiles d'aujourd'hui. Elle était parfois rayée, ce qui permettait à l'animal de se camoufler derrière les arbustes en cas d'attaque. À quoi servent les plaques osseuses des stégosaures? Elles leur servent surtout à réguler la température de leur corps. Le plus grand des stégosaures, ou dinosaures à plaques, pouvait mesurer plus de 7 mètres de long et peser 2 tonnes. Il était 2 fois plus haut qu'un homme. Son dos était garni d'une crête allant du cou jusqu'à sa queue, formée de 2 rangées parallèles d'environ 15 plaques osseuses. On pensait qu'il l'utilisait essentiellement à sa défense. En effet, il lui suffisait de rabattre ces rangées de plaques pour se constituer une armure. En fait, ces plaques triangulaires aidaient l'herbivore à élever la température du corps quand il s'exposait au soleil. Ces plaques chauffantes, qui mesuraient environ 1 mètre, s'orientaient vers le soleil pour en capter la chaleur. Le stégosaure vivait en Amérique pendant la période jurassique. À la même époque, en Afrique, vivait le cantrosaure, également muni d'une crête osseuse. Le tuogyranosaure se trouvait en Chine et appartenait lui aussi à la famille des stégosaures. Tous étaient d'inoffensifs herbivores. Les dinosaures vivaient-ils dans les mers? On ne trouve aucun dinosaure dans les océans. Mais à la même époque, de gigantesques créatures habitaient les profondeurs de la mer. Les plésiosaures se distinguent par leur long cou et leur petite tête. Leurs œufs, qu'ils déposaient dans le sable, n'étaient pas à l'abri des dinosaures. Les pliosaures, au cou court, avaient une énorme tête. Les placodontes nageaient en eau peu profonde et se nourrissaient de mollusques. Ils mesuraient environ 1,50 m. Les ichthyosaures, cousins des dauphins, étaient les mieux adaptés à la vie aquatique. Leurs petits naissaient dans l'eau. Les nothosaures, qui mesuraient 3 mètres de long, possédaient de grosses pattes palmées qui facilitaient leur déplacement dans l'eau. De tous ces monstres marins, les 2 plus effrayants étaient sans doute l'élasmosaure, avec ses 14 mètres de long, et le chronosaure, dépassant les 17 mètres. Ces reptiles s'éteignirent en même temps que les dinosaures. Seuls ont survécu les tortues et les crocodiles. Ichthyosaure, pléthiosaure, élasmosaure. Les dinosaures volaient-ils? Aucun dinosaure ne pouvait voler. Mais en ce temps-là, d'étranges reptiles envahissaient le ciel. Les premiers volants sont les ptérosaures, dont le plus connu est le dimorphodon. Ils ne ressemblaient pas à nos oiseaux, mais plutôt à de géantes chauves-souris, avec leurs larges ailes de 2 mètres.
Le Quetzalcoatlus avait la taille d'un petit avion avec ses 65 kilos et ses 12 mètres d'envergure. Tous ces reptiles survolaient mers et rivières à la recherche de poissons dont ils s'emparaient avec leurs dents pointues. L'Archéoptérix, mi-oiseau, mi-reptile, avait des plumes sur le corps, mais aussi des écailles sur les pattes. Il savait voler, mais les muscles de ses ailes n'étaient pas très puissants. Alors le plus souvent, il se laissait tomber en vol plané à partir d'un arbre. Le ptérodactyle et le ptéranodon n'avaient pas plus d'agilité. Ces reptiles volants ont disparu sans laisser de descendants. Ce ne sont pas les ancêtres des oiseaux. Pourquoi ont-ils disparu ? La disparition des dinosaures reste une énigme que les savants aimeraient bien résoudre. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. La première supposition est que le climat serait devenu brutalement plus froid. Les dinosaures n'auraient pu s'adapter à ce froid. On dit aussi qu'une gigantesque astéroïde aurait percuté la Terre à la vitesse de 100 000 km/h. Cette chute aurait provoqué un tel nuage de poussière que les rayons du soleil ne parvenaient plus jusqu'à la Terre pour la réchauffer. Les plantes auraient disparu, les animaux seraient donc morts de faim et de froid. Les dinosaures se sont éteints, mais d'autres espèces ont évolué après eux. De plus, bien de leurs caractéristiques se retrouvent chez certains animaux aujourd'hui. Les oiseaux sont leurs plus proches parents et descendraient du Compsognathus, le petit dinosaure ressemblant à un poulet. Les crocodiles et les tortues marines ont peu évolué en 150 millions d'années. Regarde ce Gallimimus. À qui te fait-il penser ? Et le Tricératops ? Connais-tu d'autres exemples ? Le Gallimimus ? L'autruche. Le Tricératops ? Le rhinocéros. L'ambyrosaure ? Le tatou. Quels animaux succèdent aux dinosaures ? Beaucoup d'espèces animales ont survécu et se sont multipliées après l'extinction des dinosaures. Après eux, commence le règne des mammifères. De nombreux mammifères vivaient au temps des dinosaures, mais par prudence, ils vivaient cachés. Après la disparition des géants, ces minuscules animaux peuvent grandir en toute tranquillité. De nouvelles espèces se développèrent. Il y a 60 millions d'années, les mammifères à sabots ressemblaient fortement à des animaux que l'on voit aujourd'hui, mais ces anciens mammifères étaient en général beaucoup plus grands que leurs descendants modernes. Ce n'est pas le cas de l'Éohippus, ancêtre du cheval. Il mesurait à peine 30 cm de haut et pesait 4 kg. Ses pattes étaient munies de doigts. Le mammouth, ancêtre de l'éléphant, avait des défenses de près de 3 mètres de long. Des mammouths ont été retrouvés en Sibérie, parfaitement conservés dans la glace. Les premiers rhinocéros qui habitaient sur notre planète il y a 50 millions d'années étaient petits et contrairement aux rhinocéros actuels, ils étaient dépourvus de cornes. À la même époque, apparurent le smilodon et le macairus, ancêtres des fauves, redoutables félins aux canines en forme de sabre. Quelques millions d'années plus tard, arriva un autre mammifère, l'homme. Pour se nourrir, il chassait le mammouth, mais l'ours et le smilodon étaient sa véritable terreur. Qu'est-ce qu'un fossile ? Les fossiles sont des restes ou empreintes d'êtres vivants dont l'espèce a disparu. Les fossiles sont des végétaux ou animaux morts depuis des millions d'années qui se sont enfouis sous la terre. Les parties dures telles que os, plumes ou tiges se sont pétrifiées, c'est-à-dire transformées en pierre.
Les empreintes de pas, les œufs, les dents ou la peau peuvent également se fossiliser. Ils nous donnent de précieux renseignements sur les mœurs de ces animaux disparus. Ces fossiles sont extrêmement fragiles et rares. C'est pourquoi, dans les musées, ils sont souvent remplacés par des copies parfaites en fibre de verre. Les os sont alors moulés à partir d'os fossilisés. Un fossile vivant ressemble étonnamment à certains animaux qui vivaient il y a des millions d'années et dont l'espèce a disparu. Où peut-on trouver des traces de fossiles ? Les plus grands gisements de fossiles de dinosaures se trouvent en Amérique, mais il en existe d'importants en Asie, en Afrique, en Australie ou encore en Europe. Des paléontologues ont découvert, fin 1998, en Bolivie, en Amérique du Sud, 7000 empreintes provenant de différentes espèces de dinosaures. Ce site, le plus important au monde, se situe à l'emplacement d'un ancien lac où les animaux venaient s'abreuver. Un couple de titanosaures a ainsi laissé des traces sur une longueur de 70 mètres. Dans le même temps, un squelette presque complet de Suchomismus a été trouvé au Niger en Afrique, au milieu du désert de Ténéré. En quoi consiste le travail du paléontologue ? Le paléontologue est un savant qui étudie les fossiles des êtres vivants qui ont existé il y a des millions d'années. Il est fort heureusement aidé dans sa tâche par des machines compliquées, telles que le radar, pour détecter les fossiles. Le paléontologue creuse alors la terre lorsque le radar lui signale l'éventuelle présence d'un objet intéressant. Ces fossiles étant rares et fragilisés par tout ce temps écoulé, le chercheur les manipule avec une extrême précaution. Il dégage minutieusement la roche avec des instruments de précision, déterre les os, les nettoie et les enduit parfois d'un plâtre de protection. Il les examine ensuite dans son laboratoire, en essayant de rassembler les différentes pièces trouvées, comme tu le fais avec un puzzle. Il est très rare de trouver un squelette complet. Ainsi, le diplodocus que tu peux admirer au Jardin des Plantes de Paris a été reconstitué avec les os de 4 diplodocus. Il s'agit d'un véritable casse-tête, mais c'est une tâche bien passionnante, car il reste encore tant de choses à apprendre sur les dinosaures. Dis-moi pourquoi, Babar ? Une collection encyclopédique pour les 5-8 ans qui aborde tous les thèmes qui intéressent les enfants. Nature et animaux, sciences, vie quotidienne, un texte clair et instructif, des schémas explicatifs simples font de la découverte du monde un plaisir à partager avec Babar et ses amis.